La naissance de la tragédie, Friedrich Nietzsche. Avant de commencer, j'aimerais clarifier avec vous quelques principes importants qui sont réutilisés dans l'ouvrage de Nietzsche. À commencer par le principium individuationis, ou principe d'individuation. C'est un concept d'Arthur Schopenhauer. Il désigne les impressions et jugements de l'homme sur les choses de la vie. C'est une idée importante que de rompre avec ce principium individuationis. C'est rejeter l'importance accordée à la volonté individuelle dans la détermination de la volonté d'autrui et des choses. C'est admettre que nous ne sommes rien. Cet acte d'humilité conduit à une loi morale. L'objectif de l'œuvre est d'apporter une analyse esthétique et scientifique, d'examiner la science dans l'optique de l'artiste, mais l'art dans celle de la vie. L'apollinien, du nom de la figure mythologique Apollon, est synonyme de ces principes d'individuationnisme. La figure dionysiaque, au contraire, représente, quant à lui, cette rupture avec ses principium, car elle rejette toute volonté fondée sur des principes exclusivement individuels, dans une approche essentialiste. Alors ici se pose la question de savoir s'il y a une volonté conforme à l'état dionysiaque, car celle-ci est l'aboutissement d'une ivresse extatique purement passionnelle. On a cette question relative à la passion et à la volonté. Dionysos en divinité de l'ivresse, renoue le lien entre l'homme et la nature. Apollon, lui, est une divinité de l'apparence, des rêves, d'un art plastique. Les deux sont naturels, donc, car le rêve et l'ivresse sont des états tout à fait naturels. Ces doubles figures esthétiques de l'apollinien et du dionysiaque n'ont aucun besoin de connaissances esthétiques. Pour rappel, la définition de Bogmarten sur l'esthétique de 1750 dit que c'est la science de la sensibilité avant d'être celle de la création ou de la structure des œuvres. Expression de Robert Frances dans Psychologie de l'esthétique. Ainsi, en tant que science de la sensibilité, cette capacité épistémologique de l'esthétique est accessible à tous par nature. La civilisation grecque a privilégié l'art dit apollinien à l'art dionysiaque. Alors Nietzsche parle ici du morcellement de la nature en individus. Nous comprenons ici que pour Nietzsche, l'esprit apollinien est déjà d'une certaine façon décadente. Alors comment expliquer ce choix de l'apollinien ? C'est car l'homme lutte pour repousser une sauvage réalité par une théodicée. Je cite Nietzsche, « Je me sens poussé à former l'hypothèse métaphysique selon laquelle l'être véritable, l'un originaire, en tant qu'éternelle souffrance et contradiction, a besoin en même temps pour sa perpétuelle délivrance de la vision extatique et de l'apparence délectable. » Nietzsche croit également en une toute-puissance de la nature qui frappe du destin les hommes. D'où les tragédies. Pour Nietzsche, c'est la signification même de la tragédie. Et il prend pour exemple les mythes de Oedipe et de Prométhée, bien qu'elles revêtent chacune d'une singulière signification. Le premier problème philosophique apparaît ici métaphysiquement. Pour revenir à Prométhée et Oedipe,
La figure de Prométhée, par exemple, est châtiée pour avoir apporté le feu aux hommes. Les hommes ont vu dans la maîtrise du feu un sacrilège. Il y a en Prométhée une figure assez dionysiaque, mais pas totalement. Nietzsche y parle donc d'Apollo dionysiaque. Pour Oedipe, c'est un sage qui, par son excès de sagesse, souffre et ne cesse jamais de faire le bien. C'est une figure profondément éthique par excellence qui est anéantie par la nature. Il y a une ambivalence intéressante. Avec Oedipe, la sagesse est l'acte contre nature. C'est une gloire qui est exclusivement passive, alors que Prométhée unit le monde dans une lutte contre les dieux, transgressant les individualités de chacun. La tragédie grecque. De Sophocle à Échille, la dichotomie qui oppose l'apollinien et le dionysiaque a toujours été valide. Et les mythes revêtaient d'une importance au sein de la tragédie grecque. Tout cela jusqu'à l'arrivée d'Euripide. Il bouleverse en effet la tradition tragique, la structure et les conceptions mêmes de l'œuvre tragique. Euripide emprunte en grande partie à ce que l'on pourrait appeler le socratisme esthétique. Comment se structure le théâtre grec ? Tout d'abord, la tragédie grecque naît du cœur des rituels des grandes dionysiaques, qui est étymologiquement le sens du mot tragédie. Quelles sont les considérations de Nietzsche sur le théâtre ? Pour Schlegel, philosophe allemand du XIXe siècle, le cœur est le spectateur idéal. Donc on aurait des spectateurs qui auraient une scène avec des acteurs et un cœur. Pour appuyer son idée, Schlegel s'appuie sur les chœurs dans les différentes scènes du théâtre grec, où ils apparaissent surréagir, voyant la scène de près. Nietzsche contredit cette idée en affirmant que dire cela revient à considérer que le spectateur doit voir la scène comme une réalité empirique, et cela déprécie la condition du spectateur qui ne peut pas considérer sa position de spectateur si la scène est déjà le lieu d'un spectateur et d'un spectacle. Alors Schiller, pour le dire autrement, dit que les chœurs sont là pour ajouter de l'immersion et éloigner la réalité des spectateurs. Nietzsche dit « Il n'y a pas de réalité et de fiction, car la réalité est accentuée par les sentiments qui abolissent les enclaves du réel et de l'imaginaire, qui unit le monde à la nature. Le cœur est le réel de nos sentiments profonds et universels. L'extase est le monde dionysiaque. Dans cette ivresse esthétique, extatique, l'homme est dans un état léthargique du monde passé et occulte le présent de l'être seul. Le cœur fait partie de la chose et exprime cette propension de l'homme vers l'éternel noyau des choses, cela en dépit des phénomènes qui l'entourent. Ici, ce serait la dichotomie spectateur-scène. L'état apollinien se retrouve dans ces acteurs qui objectivent l'état dionysiaque. Les spectateurs apparaissent comme des visions oniriques. Note, Nietzsche parle d'une grâce extatique. Pour Nietzsche, afin d'être touché par une œuvre d'art, il faut ne faire qu'un, renoncer à soi, être métamorphosé par un sentiment empathique qui ne peut être onirique ou illusoire.
C'est la passion et par conséquent la contradiction préalable à tout art dramatique, excusez-moi. Nietzsche fait une opposition entre drame et cœur, car pour lui le drame n'est qu'une vision onirique, une apparence par des images, vision, et le cœur, quant à lui, est la réalité pure, la réalité dionysiaque, le cerf, le bouc, la tragédie, Dionysos lui-même combattant l'absurde dans une propension vers la nature des choses. Le drame apollinien est de dissoudre cette réalité dans une irréalité spectrale. Le Dionysos conforte une réalité naturelle à tous, cette réalité extatique. L'apollinien, lui, conforte une irréalité onirique. Note peut-être qu'en tant que vision dionysiaque du monde, le poète est artiste et est l'art. Esthétique et monde. Le dionysiaque est l'art même, c'est-à-dire l'exaltation de l'être originel et véritable comme objet contemplatif et esthétique. Il peut être la souffrance et l'écho même de cette souffrance. Le poète est artiste, et il se complaît dans l'apparence délectable, ce qui demeure subjectif. Le poète lyrique et les visions qu'il crée ne sont que lui. Ainsi, il fait l'objectivisation de lui-même. Le jeu de ce génie lyrique ne peut être subjectif car il renie ses volontés et principes individuationnistes. Le lyrisme mêle volonté et sentiment personnel, pathos, de vouloir, de contemplation. Pour Nietzsche, c'est l'artiste qui se délivre de sa volonté pour faire qu'un avec la vie, l'apparence, l'expérience empirique. Car je serais plongé dans cette volupté d'évoquer le printemps avec ma volonté. Charles Baudelaire, Paysage. Le monde pour Nietzsche apparaissait comme un phénomène esthétique. Si Dieu il y a, c'est un Dieu artiste, dépourvu de scrupules ou de moralité, ne cherchant qu'à satisfaire en toutes circonstances pour son plaisir le monde qui a été créé, car il ressentait en lui des contradictions, une excessive plénitude. Cette métaphysique arbitrairement fantaisiste et pessimiste, et au-delà d'une vision manichéenne du monde, départageant le monde entre le bien et le mal. Nous avons vu que Nietzsche considère la souffrance comme l'objet de justification de manière critique, quand cela n'est pas perçu comme une source d'exaltation de la vie, de sa force au désir. C'est parce que les Olympiens vivent qu'il faille vivre, dans le sens où les dieux ne sont pas exempts d'amour, de passion, de colère, et bien au contraire. Pour Nietzsche, la théodicie olympienne est bonne, car il n'échappe pas au mal. L'illusion homérique et apollinienne. Penser une sagesse de la souffrance est une illusion. Nous retrouvons les caractères apolliniens qui cherchent à faire de la vie une vision onirique complaisante, car la véritable apparence des choses est empirique. Réalité qui se mue par le temps et les effets de causalité. La civilisation apollinienne est celle de l'apparence de l'apparence. La souffrance est nécessaire pour concevoir le monde des rêves. Hume sur le rêve comme production empirique.
Sur la souffrance, il est envisageable d'épurer celle-ci. Ainsi, la seule loi qui limite cette perspective de l'individu. Émergence de la philosophie grecque. Avec l'apparition de la philosophie grecque, celle-ci insiste sur des principes dialectiques particuliers, à savoir est égal à vertu, l'ignorance est un péché et l'homme vertueux est forcément heureux, donc l'homme de savoir. La philosophie comme pensée éthique intervient naturellement dans les conceptions esthétiques de l'art tragique grec. En effet, l'art est considéré par Socrate selon Platon comme un simulacre. L'idée parfaite, l'apparence sensible entrave cet idéal qui appartient à chaque chose. Vous savez, l'axiome de la lumière naturelle, la création du monde n'est que la création d'un être parfait et les créations des hommes ne sont que la création d'une création. Pour faire vite. Il n'empêche que parmi les adeptes de Socrate, certains ont entrepris de faire de l'art selon la dialectique socratique. Platon, père du roman moderne, et Euripide, qui est un grand dramaturge. L'art renferme la réalité la plus haute et l'existence la plus vraie de l'existence courante. Friedrich Hegel, philosophie de l'esprit. L'esthétique socratique. Comme nous l'avons déjà dit, le théâtre tragique grec subit un revers important lorsqu'émerge la philosophie grecque, d'où apparaît un rapport, une notion esthétique nouvelle. Le socratisme esthétique, en effet, cette notion s'étend sur toute la Grèce et fait le pandefectum du théâtre grec ancien. Parmi les dramaturges de ce courant, Nietzsche cite fortement Euripide. Le théâtre euripidien, c'est l'esthétique socratique qui met un point d'honneur à faire un art raisonné et éclairé. Dans le théâtre euripidien, nous avons le prologue. C'est une particularité euripidienne. C'est une explication logique et raisonnée du synopsis du contexte de la pièce. Euripide pensait que ce n'est pas la condition incertaine du drame qui la rendait trépidante d'affect et passionnant. Au contraire, c'est dans la grandeur des scènes de passion et de lyrisme que cela puisse être un moment de réflexion. Deus ex machina. Un personnage euripidien annonce la bonne survie du héros et que cela puisse être expliqué sans laisser de vide illogique quant à la suite de l'histoire. Épilogue. Tout pour être beau doit être rationnel. Nietzsche. C'est ce principe esthétique. Les dialogues platoniciens ont tout d'un schématisme logique qui se rapproche de l'apollinien. La mort de la tragédie et du cœur. La métaphysique socratique est scientifique. Les limites de la logique se retrouvent dans l'art. Pour Wagner et Schopenhauer, la musique contient ce lien universel.